Vendre dans le milieu du luxe, c'est aussi être vivant, passionnant et en même temps s'adapter à la personne. Donc j'ai envie de dire, il n'y a pas une façon de présenter le parfum, mais ça va être plutôt s'adapter à qui on a en face de soi. La parfumerie de niche, c'est aussi la liberté de pouvoir être original et très créatif. Je voulais créer un impact, c'est pour ça que je suis allée voir Emeraude et qu'on a créé ensemble ce module micro-learning. Je voulais qu'il soit beau, percutant, que les gens aient envie de le faire. Je me rappelle qu'on avait essayé de vraiment tout illustrer. Tu as jamais un endroit où tu as que du texte sans illustration. Oui. C'est toujours imagé. Et on a beaucoup plus de facilité à dire quelque chose quand c'est imagé et quand on peut se projeter un peu plus. Donc on avait vraiment dessiné chaque petit détail. On a eu un taux de complétion assez important puisqu'il approche les 95%. En fait, c'était aussi l'occasion de rattacher ce lancement à l'héritage de la marque. Parce qu'en fait, finalement, quand on fait un lancement de produit, on n'a pas envie que ce soit juste le produit que l'apprenant retienne. Parce que ça, c'est une tendance qu'on voit de plus en plus. Dans le learning, c'est pas juste le produit. Bonjour Sophie et bienvenue dans ce nouvel épisode de Emeraude Expérience. Bonjour. On reçoit Sophie Robinson qui est de chez l'Artisan Parfumeur. Et donc aujourd'hui on va parler de la formation dans le luxe et plus précisément dans la formation de la parfumerie de niche. Donc ça va être des sujets comme le parfum, le retail, la formation, mais on va surtout parler de l'expérience qu'on a développée ensemble, une expérience interactive autour d'une gamme de produits qui s'appelle La Maison. Donc tu as la chance d'être des premières invitées dans le Learning Lab, donc qui est un nouveau lieu qu'on a développé pour nos clients. Ravi de le découvrir en vrai. C'est vrai que j'en ai entendu parler, mais très très beau lieu d'ailleurs. Bon, on est ravis de t'y accueillir et donc c'est un nouveau lieu où on organise des événements, on accueille nos clients pour des workshops sur le retail, sur le learning, mais aussi sur des sujets de luxe. Et on va développer, maintenant on va tourner nos propres podcasts ici. Je commence toujours l'épisode avec quelques visuels de l'expérience qu'on a développée. Donc c'est accessible seulement pour ceux qui vont regarder la vidéo du podcast sur YouTube. Donc ça va tourner en fond, en parallèle de cette petite introduction. Super. Donc bonjour Sophie, est-ce que tu Bonjour. peux te présenter tes missions au sein de la maison l'Artisan Parfumeur? Donc, je m'appelle Sophie Robinson, comme tu l'as dit, et je suis responsable de la formation globale pour la marque L'Artisan Parfumeur, qui est une marque de niche, de parfum de niche, mais pas que, comme tu l'as dit, parfum et objets lifestyle, parfum pour la maison et objets. Donc, c'est une marque qui a été acquise par le groupe Puig en 2016. Et donc, moi, je m'occupe de tous les sujets formation globaux pour la marque L'Artisan Parfumeur. Et donc, je travaille en collaboration avec les responsables de formation du groupe Puig dans chaque marché. Ok, super. Et est-ce que tu peux nous donner peut-être quelques informations sur la maison L'Artisan Parfumeur? Ça existe depuis quand? Combien il y a de boutiques? Est-ce que tu as des petites infos Donc, l'Artisan Parfumeur, c'est la première marque de niche en France, première marque de parfum de niche. Et c'est une marque qui a été créée par un amoureux de la nature et un amoureux des parfums. Donc, il s'appelait Jean Laporte. Et il a créé cette marque en 1976 parce que il voulait des parfums qui soient uniques. Il voulait un paradis du parfum et il voulait des parfums un peu conçus comme des chocs olfactifs. Donc, chaque parfum était unique et pas destiné à plaire à tout le monde, mais à plaire à son public en tout cas. Et donc aujourd'hui, on perpétue cet héritage de Jean Laporte avec un esprit très pionnier. Donc ça, c'est une notion très forte dans notre ADN. Parce que lors de ses premières créations, en fait, il avait vraiment fait parler de lui avec une création pionnière qui était Mûr et Musc, dans laquelle il avait l'audace de marier une note de mûr avec une overdose de musc. Et la mûre n'avait jamais été utilisée dans un parfum auparavant, donc elle avait beaucoup marqué les esprits. Et aujourd'hui, on perpétue encore avec Abyssae, qui est un parfum que je vous présenterai tout à l'heure. Qui est aussi audacieux, qui est aussi dans le choc olfactif, qui met en scène la nature, mais cette fois pas d'une manière figurative comme on a pu le voir dans Mûr et Musc, mais une manière plutôt abstraite et surréaliste, parce qu'il est rattaché à une autre collection qui est la botanique, qui est la nature qui s'éveille à la tombée de la nuit. Et donc voilà, l'artisan parfumeur, c'est aussi l'artisanat, l'art de vivre à la française. Donc on dit qu'on exporte l'art de vivre et l'artisanat à la française. Donc ce sont plein de petits détails
que on va pas forcément expliquer, mais qui vont se voir dans les petits détails sur les produits, le storytelling. Et dans nos codes, il y a aussi la grande part de liberté donnée aux parfumeurs. Donc, ils ont carte blanche pour créer ce qu'ils veulent. Et à quel point c'est gros l'artisan parfumeur? Est-ce que c'est une boutique, 10 boutiques, 100 boutiques dans le monde? Vous êtes présent où qu'en France? Alors, on est une marque de niche, donc on est en pleine expansion à l'heure actuelle, mais ça reste une distribution assez sélective. On est aux alentours de 270 points de vente à travers le monde, dont moins de 30 boutiques en propre. Et donc, on est présent, bien sûr en France, qui est le marché historique, mais aussi en Chine, qui est un des plus gros marchés pour nous aussi, au Moyen-Orient, dans lequel on prévoit de s'étendre. On est présent aussi aux États-Unis, notamment chez Neiman Marcus, qui est un de nos retailers, et puis dans d'autres points de vente à travers le monde. Par exemple, on est aussi présent en Corée et on a ouvert une boutique au Japon cette année qui marche très bien. Donc voilà, une jolie marque à l'international avec des racines françaises. Première marque de niche en France. Comment on distingue une maison de parfumerie de niche d'une maison un peu plus traditionnelle? Ce qui va faire la différence pour une marque de niche versus une marque traditionnelle, ça va être à la fois les produits qu'on va trouver. Donc, par exemple, pour l'artisan parfumeur, ça va être des produits avec un esprit très pionnier, très marqué, très craftsmanship, où on va avoir vraiment la patte du parfumeur apparaître. Donc, ça va pas être des parfums qui vont plaire à tout le monde, mais qui vont trouver leur public, un public en général un petit peu habitué à sentir des choses moins conventionnelles. Et ça va être aussi l'expérience qu'on va proposer dans les points de vente, qui va être vraiment tournée vers le client, très très personnalisée, avec plein d'options de personnalisation, comme par exemple la gravure des flacons, ou bien pour l'artisan parfumeur, le marquage d'étiquettes en cuir pour finaliser l'emballage d'un cadeau, ou voilà, des petites attentions et des services. Et de la personnalisation alors un peu aussi. Oui, énormément de personnalisation. Et ça va être aussi la personnalisation dans le conseil, qui va être beaucoup plus poussée, avec une expérience client dont on a la charge justement de transmettre à tous les types de vendeurs qu'on a, pour reproduire fidèlement cette expérience client élevée qu'on cherche à procurer. Super intéressant. Si tu veux, on va passer un peu plus sur la partie formation. Donc, Ouais. donc c'est toi qui, depuis quelques années, t'occupes des formations, de créer le contenu de formation et de déployer la formation auprès des différents pays dans le monde entier sur du produit. Moi, j'imagine sur l'onboarding, tu as de l'expérience client, tu as plein de topics différents. Et du coup, quelle place occupe pour toi la transmission dans une maison aussi intimement liée à l'artisanat que l'artisan parfumeur? C'est clé, c'est capital, parce que c'est la transmission qu'ensuite les vendeurs vont transmettre à leurs clients pour les faire rêver et pour traduire des produits en idées et en émotions. D'accord, j'imagine que l'émotion c'est vraiment quelque chose de très clé, notamment avec la partie sens et senteur, mais aussi tous les noms de produits qui sont liés un peu à l'émotion. Quand je vois un peu de poésie dans tout ça. Donc, oui, il y a énormément de poésie chez l'artisan parfumeur, justement. Et oui, pour moi, l'émotion, c'est important, mais elle est très personnelle, finalement. Donc, c'est très difficile en magasin de faire naître une émotion chez quelqu'un, puisque une émotion que nous, on va ressentir ne va pas être forcément ressentie par un client en magasin. Donc, il faut trouver, c'est un jeu un peu subtil et tout un art de faire naître l'émotion chez quelqu'un. Donc, il faut cultiver. Il y a plusieurs méthodes que j'ai mis en place et que j'ai à cœur de transmettre à chacun. Et du coup, comment tu transmets les sensations olfactives aux learners? Comment tu peux, on est comme ce parfum, donc. Ouais, c'est vrai que c'est un peu challenge ça, mais en même temps, moi, c'est quelque chose que j'adore. Moi, j'ai fait des études autour de la parfumerie parce que justement, je suis passionnée par les odeurs. Donc, je trouve que le mieux, c'est toujours d'être le plus simple et le plus accessible. Finalement, quand on rentre dans le technique, ça marche pas pour susciter des émotions, mais il faut raconter des histoires simples. Et comme on est dans l'univers du luxe, pour moi, il vaut mieux se concentrer sur un détail
et un seul, mais le raconter de la manière la plus sublime possible. Alors pour ça, par exemple, moi j'ai une méthode de storytelling. En fait, j'ai 3 méthodes et je conseille de s'adapter au type de client qu'on a en face pour utiliser l'une de ces 3 méthodes. Donc il y a la première méthode qui est la méthode de l'hypnotiseur. Donc là, on va se concentrer sur toutes les sensations sensorielles. Donc on va raconter une histoire en y intégrant beaucoup de ce qu'on appelle des prédicats, donc des mots qui vont utiliser le toucher, la vue, le goût. Donc en fait, je résume ça, raconter une histoire comme un hypnotiseur la raconterait. D'accord. Donc, vous êtes sur une plage, vous touchez le sable, vous sentez le soleil sur votre peau, donc quelque chose de très immersif, un peu comme ce que vous faites. Très storytellé. Voilà. Okay. Après, une autre méthode qui est une méthode plus vive et que j'appelle la méthode du conteur, où là, on va raconter l'histoire de façon très vive et vivante, en fait, pour résumer, comme on la raconterait à un enfant. Et puis, la troisième méthode, c'est la méthode du guide de musée. Donc, on va présenter une œuvre, parce qu'en fait, finalement, tout ce qu'on propose, en particulier dans la niche, ce sont des œuvres d'art avant tout. Et donc, pour faire naître l'émotion, on peut aussi avoir recours à cette méthode-là. Donc, raconter, par exemple, la provenance d'un ingrédient, comment il a été récolté, comment il a été transformé, en quoi il est spécial, qu'est-ce qu'il apporte à l'œuvre. Donc là, c'est des parfums, par exemple, mais ça peut être la même chose pour un tableau. Raconter l'auteur, raconter un petit peu d'histoire au sujet du parfumeur, dire qui il est, quel est son style. En fait, tous les petits détails comme ça qui rendent l'histoire riche, intéressante, mais se concentrer sur un détail, pas en dire trop non plus. Donc, peu, mais bien. Ok. Et le fait de raconter, ça rend pas trop dense le parcours. Comment tu le fais d'ailleurs? Tu fais des formations écrites, vidéo comment ça se présente? Moi, j'ai recours à plein de types de supports parce qu'en fait, quand on est à l'international, on se rend compte que chaque marché a ses spécificités, ses façons de faire et ses préférences. Et pour moi, je pense je préfère offrir un panel d'outils plutôt qu'un seul outil que seulement une petite partie de mes marchés vont utiliser. Je préfère un peu personnaliser mon approche et offrir plusieurs types de supports à tous les marchés, mais que je sais que c'est tel marché va préférer le support écrit, tel marché va plutôt privilégier tout ce qui est vidéo, tel marché. Mais en fait, finalement, ils peuvent un jour ou l'autre avoir envie de tester des nouvelles méthodes, eux aussi, de s'ouvrir à d'autres choses. Donc, je leur propose une multitude de formats. Et du coup, ma question d'après, c'est ça rejoint la question d'après sur la partie le type de format présentiel, e-learning digital, expérientiel. C'est quoi la proportion chez vous de formation sur ces trois volets? Moi, quand je fournis un package de formation, j'ai à peu près 30% de présentiel, de documents qui vont servir à faire du présentiel, 30% pour faire tout ce qui est digital, et après 30% qui va rentrer dans un peu la case autre, qui est des choses qu'on peut utiliser un petit peu comme on veut, qui sont un peu versatiles. Donc, par exemple, pour une formation présentielle, ça va être un PowerPoint de formation, mais aussi des choses qu'on va pouvoir donner. Des choses physiques comme des livrets, des outils. Après, dans le digital, bien sûr, y a des expériences immersives, type les contenus que crée Émeraude, que j'aime beaucoup. Du coup, on vient de recevoir le parfum. Ça s'appelle comment déjà? Alors donc Abyssae, le fameux, qui est une création de Daphné Bugier et qui nous invite à découvrir un monde sous-marin, donc un monde un peu fantastique parce que pour toi, ça sent quoi les abysses? C'est difficile de définir qu'est-ce que sentent les abysses. On est d'accord. Le poisson. Le poisson, voilà. On va beaucoup imaginer une odeur iodée, quelque chose comme ça. Et en fait, pour Daphné Bugier, l'odeur des abysses, c'est l'odeur de la forêt d'eucalyptus à côté de chez elle, dans laquelle elle aime se promener. Et quand elle regarde la cime des arbres avec le soleil qui perce par un petit filet comme ça jusqu'au sol, elle a l'impression d'être au fond des abysses. Donc elle a choisi d'ouvrir le parfum Abyssae par cette note d'eucalyptus qui est très originale. Donc
les marques de la parfumerie de niche, c'est aussi la liberté de pouvoir être original et très créatif et d'utiliser un ingrédient comme par exemple l'eucalyptus cone, qui est un ingrédient assez unique et rare. Donc, je vais te le faire sentir. Et du coup, tu as fait une formation sur ce parfum en particulier? Oui, bien sûr. Du coup, c'était quoi, présentiel? Bon, Abisaï reçoit tous mes soins puisque c'est notre héros, donc il est au cœur de toutes nos stratégies, bien entendu. Donc, pour Abisaï, j'ai multiplié les supports. Donc, on a un module de formation, on a des modules de formation à la fois présentiels, à la fois digitaux, donc sur une plateforme de formation. On a une fiche de storytelling client que j'appelle la chorégraphie, puisqu'en fait, pour rendre le récit un peu vivant et original, on va ajouter des mouvements dans notre récit qui vont tout simplement apporter de la vie. Et en fait, vendre dans le milieu du luxe, c'est aussi être vivant et être passionnant et en même temps s'adapter à la personne. Donc, j'ai envie de dire, il n'y a pas une façon de présenter le parfum, mais ça va être plutôt s'adapter à qui on a en face de soi. Si on a quelqu'un qui est très sensible à l'art, qui a envie de connaître plein de détails, on va pouvoir s'attarder sur quelques détails. Si on a quelqu'un de plutôt centré sur l'odeur, et l'odeur uniquement, on va peut-être plus l'immerger dans cet environnement olfactif, et je vais me concentrer sur ça et pas autre chose. Et puis après, ça peut être tout simplement, je veux un parfum pour séduire. Alors là, il faut l'essayer. Et du coup, je vais peut-être te dire mes sensations en le sentant. Voilà, donc là, tu plonges dans les abysses. Ah oui. Avec c'est vraiment une sensation abysse. Ouais. Et ensuite, après, alors justement... Marin un peu, eucalyptus, ouais. Ouais, okay. C'est ça. Puis après, on descend petit à petit au fond des abysses avec une pétale de rose qui va flotter tout doucement vers le fond sous-marin. Puis on va arriver sur un fond de cachemiran, donc qui est une matière première qui te rappelle ce nom cachemiran. Ça te rappelle quelque chose, j'imagine? Cachemire? Le cachemire, exactement. Donc on est sur un ingrédient qui apporte beaucoup de douceur et de chaleur. Super. En tout cas, une sensation que j'avais jamais eue en le sentant. C'est vraiment très atypique. Et ouais, voilà. Donc c'est Abisaï. Tiens, je te... Hop. On va à côté. Reprenons peut-être sur ce qu'on disait sur la partie formation digitale, présentielle. Est-ce que sur expérientielle, la proportion, est-ce que tu voulais ajouter d'autres choses? Oui, donc en fait, j'aime bien varier parce que on n'a pas un type de public homogène. Chaque marché est un différent type de public finalement, et ils ont tous leurs spécialités et leurs préférences. Donc, il y a des marchés qui vont être très très portés sur le digital, en Asie notamment, et d'autres qui vont être par exemple en Europe, alors France, Italie, ils vont être très papier. Donc, il leur faut leur livret de formation papier. Donc voilà, finalement, j'essaie de m'adapter, de gagner le cœur de chacun, enfin de proposer un max de support pour qu'il n'y ait aucune excuse de pas utiliser en fait aussi. Et comment tu mesures l'impact d'une formation du coup sur l'expérience client en boutique par exemple? Comment tu sais si ça a fonctionné telle ou telle formation? Alors, j'ai beaucoup recours au retour plutôt qualitatif. Donc, je questionne énormément mes responsables de formation pour leur demander ce qui a marché ou pas pour eux. C'est comme ça que je sais, lors de mes échanges mensuels avec eux, ce qu'ils préfèrent comme type de support, ce qui marche le mieux pour eux. Donc, moi, je suis beaucoup dans la recherche de ce feedback-là. Puis après, on a aussi des campagnes de clients mystères qui nous donne un peu plus d'informations détaillées et là, pour le coup, plus quantitatives sur les expériences clients qu'on va pouvoir trouver en magasin suite à des formations, parce que on va adapter le questionnaire du client mystère pour qu'il reflète exactement l'expérience que nous, on veut voir en magasin et voir si c'est bien fait. Donc voilà les deux leviers que moi j'ai à l'heure actuelle. J'ai pas énormément plus pour l'instant. Mais c'est vrai que c'est intéressant de savoir si ce qu'on fait a atteint l'objectif, parce que c'est toujours ça en fait. C'est le plus dur dans la formation, c'est de savoir si on a atteint l'objectif. Bah super, et on va du coup voir, on va parler de l'expérience Emeraude maintenant et voir du coup si ça atteint les objectifs aussi peut-être. Tu nous le diras à la fin.
Pour mettre un petit peu de contexte, et tu es venu nous voir il y a l'année dernière. Tu avais un gros lancement d'une nouvelle gamme qui s'appelle La Maison, donc tu vas nous expliquer un peu de à quoi ça correspond, sachant que tu as ramené quelques-uns des produits, notamment la fameuse boule diffuseuse, c'est comme ça que je l'appelle, mais elle a sûrement un autre nom que j'ai oublié. Mais C'est ça, c'est la boule d'ambre, on appelle. La boule d'ambre. Ouais. Ok. Et du coup, tu es venu nous voir pour une formation de micro-learning d'une dizaine de minutes qu'on a réalisée via Storyline, notamment pour que ça soit vraiment le plus simple possible. Est-ce que tu veux peut-être nous parler du coup du sujet de la formation, de pourquoi tu es venu voir Emeraude d'ailleurs, pourquoi tu voulais quelque chose d'un peu plus expérientiel? Donc, je suis venue voir Emeraude parce que là, il fallait que je fasse absolument un impact, que je fasse un gros impact avec ce sujet-là, qui était le retour de la maison. Donc, la maison, c'est notre pilier iconique, surtout grâce à la boule d'ambre, qui est un objet iconique qui a été présenté dès les débuts de la marque en 1976. Et comme tu l'as dit, c'est un diffuseur de parfum en terracotta, donc entièrement fait à la main. Donc c'est un objet qui véhicule, qui représente vraiment les valeurs de la marque, donc l'artisanat, le French art de vivre. C'est un très très bel objet de décoration. Et en fait, il avait été absent pendant plusieurs années puisque l'artisan qui l'a créé a pris sa retraite. Il s'agissait d'une artisan potière en France. Et donc, il a fallu le temps de trouver un successeur artisan. Il y a eu quelques années sans boule. Donc, la marque a profité de ce moment-là pour entièrement relancer cette catégorie de la maison. Et donc, il fallait faire, c'était un peu le grand comeback de la maison pour l'artisan parfumeur. Parce qu'en fait, dès les débuts de la marque, Jean Laporte s'était positionné comme un parfumeur décorateur et avait dès le début des sprays pour la maison, des parfums d'ambiance, cette fameuse boule d'ambre, des pots pourris. Donc c'était un pilier important, mais qui avait été, depuis quelques années, finalement, un petit peu moins mis à l'honneur. Donc, je voulais créer un impact. C'est pour ça que je suis allée voir Emeraude et qu'on a créé ensemble ce module micro-learning. Je voulais qu'il soit beau, percutant, que les gens aient envie de le faire et que ça change de ce qu'ils avaient habituellement sur la plateforme qu'on utilise Teach on Mars et que on parle de nous en fait. Ok. On va parler un peu plus de cette conception. Du coup, je me rappelle de tous les visuels qu'on a fait de conception de cette boule. On a l'impression que c'est juste une petite boule, mais on mettra aussi sur la version vidéo quelques images de comment est conçue cette boule. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être l'approche du scénario qu'on a imaginé? Donc, tu as travaillé avec une de nos chefs de projet. Comment vous avez imaginé le scénario? Ça se passe dans un appartement parisien? Oui, alors comme on voulait que les codes de la marque soient visibles, mais sans avoir à les expliquer, on a eu cette idée d'appartement parisien entièrement recréé sous forme d'illustration, donc très très beau visuellement, et dans lequel l'apprenant est immergé, donc il est au centre de la formation. C'est lui qui est acteur de la formation et donc ça c'était la première chose. Ensuite on a utilisé donc des animations pour rendre la scène très vivante. Et on a fait le focus sur l'artisanat pour que chaque détail soit bien su de l'apprenant, parce qu'en fait, ce sont des choses qui sont absolument nécessaires à être transmises aux clients au final. Donc, il fallait que cette méthode artisanale de ce processus soit bien maîtrisée par l'apprenant pour qu'il puisse le restituer après facilement et que ce soit facile à comprendre finalement. Donc c'est un objet qui est fait à la main et on veut savoir comment il est fait pour lui donner toute sa noblesse. Et tu nous avais fourni plein de vidéos, plein de photos, plein de dessins de la conception de cette boule et de la conception de tous les éléments. Et à partir de ça, on a pu dessiner du coup une expérience. Tout est en forme d'illustration. Oui. Je vous avais donné des vidéos de l'atelier. Aussi, ouais, tout à fait. Donc des vidéos tournées dans un atelier, donc très brut, très artisanal, et on les a transformées. Vous les avez transformées en illustrations avec des jeux, des gestuels à reproduire, des gestuels d'artisans à reproduire, comme par exemple le lissage ou le patinage ou l'application de la patine au pinceau, enfin des gestes que l'artisan ferait lui-même.
Exactement, ouais. Et on avait même, donc on avait, pour le principe, c'était, on est dans un appartement parisien, on a 10 points d'intérêt dans l'appartement et chaque point d'intérêt nous donne un petit défi. Ça pouvait être du petit QCM, du petit glisser-déposer, ou tout simplement reconstituer, refaire la conception de A à Z. Du coup, l'objectif, c'était vraiment je sais plus si on avait vraiment un objectif. C'était de compléter les 10 étapes, je crois. Oui, voilà, c'est ça. C'était aller au bout du e-learning. Et puis, C'est- on a eu d'ailleurs un taux de complétion assez important puisqu'il approche les 95%. Donc, malgré le fait que le module était quand même assez conséquent, il était très dense. On a vu que globalement, il a été fait jusqu'au bout. Donc, la mission est accomplie. Je pense que c'est les petits jeux simples, quand c'est relativement simple, quand on va dans quelque chose de trop compliqué, on a tendance à lâcher. Après, on a essayé je me rappelle qu'on avait essayé de vraiment tout illustrer. Je crois que tu as jamais un endroit où tu as que du texte sans illustration. Donc c'est toujours imagé. Et on a beaucoup plus de facilité à dire quelque chose quand c'est imagé et quand on peut se projeter un peu plus. Donc on avait vraiment dessiné chaque petit détail. Combien de langues, du coup, sur ce module? Alors, il me semble on l'a en 7 langues. D'accord. Ouais. Ok. Et on avait travaillé sur le français ou l'anglais en premier? Français? Je pense que la source a été en anglais. D'accord. Et ensuite, on l'a décliné dans toutes les langues de nos marchés. Dans la maison de souvenirs, tu as 5 bougies. Maintenant, on va en avoir une 6e d'ailleurs. Super. Tu as 5 bougies. Tu as donc plusieurs tailles de boules d'ambre. Tu en as 2 ou 3 de souvenirs. C'est ça? Pour l'instant, on en a une. D'accord. Mais effectivement, on va avoir des formats supplémentaires petit à petit. Et c'était tous les produits qu'il y avait dans cette gamme, c'est ça? J'en ai pas oublié. Exactement. Non, c'était les bougies et la boule d'ambre. Donc on avait un focus, je me rappelle, sur la maison en elle-même, la thématique, et un focus sur chaque bougie, les notes de chaque bougie. En fait, c'était aussi l'occasion de rattacher ce lancement à l'héritage de la marque. Donc, c'est une opportunité aussi de reparler de l'ADN de la marque. Parce qu'en fait, finalement, quand on fait un lancement de produit, on n'a pas envie que ce soit juste le produit que l'apprenant retienne. On a envie que ce soit une occasion pour le learner de réapprendre un petit peu par touche, ou en tout cas de comprendre par touche l'ADN de la maison pour qu'il soit aussi à même d'en reparler. Parce que ça, c'est une tendance qu'on voit de plus en plus dans le learning, c'est pas juste le produit. Donc, c'est aussi une occasion pour nous de raccrocher les wagons avec l'héritage de la marque. Donc, on avait toute cette partie héritage au début. Et puis après, effectivement, par différents coins dans l'appartement, on pouvait aller découvrir en détail plus la bougie, plus la boule. Ouais, je me rappelle on avait mis une cheminée pour rappeler un peu l'aspect parisien, enfin un petit appartement parisien. Oui, c'est ça. Il y avait une coupe de noix. Et donc, si on cliquait dessus, on avait accès à quelques secrets de fabrication de la boule d'ambre. Ah oui. Parce que c'est un rapport avec les noix. Donc, oui, voilà. C'est ça. On avait fait un appartement parisien et on avait placé 10 rappels au contenu dedans et il fallait compléter tout ça. Oui, très intéressant. Et du coup, d'un point de vue KPI, est-ce que tu as eu des retours de learners d'un point de vue quali et peut-être aussi, après, on a la possibilité de noter l'expérience à la fin du jeu. Donc, est-ce que tu as des KPI? Oui, j'ai eu des très très bons retours quali, des retours disant que c'était un module très beau. On m'a parlé de l'esthétique du module. On m'a dit que ça changeait vraiment de ce qu'ils avaient l'habitude de voir. Et c'est vrai que les apprenants, on le sait, ils sont beaucoup sollicités par toutes les marques, par toutes les différentes plateformes qui existent, et ils ont tendance à avoir un peu les mêmes contenus. Bon, c'est vrai qu'il faut trouver la chose qui va créer un impact chez eux pour susciter ce petit moment de « Ah, ça, je le savais pas et je vais m'en servir dans mon métier. » Donc, plutôt que d'être un module de plus dans leur parcours, moi, j'avais vraiment envie de créer un impact et j'ai vu par les retours qu'ils m'ont fait que ça avait créé cet impact. Parce qu'ils se sont arrêtés. Ils ont pris le temps de faire remonter l'information comme quoi ça leur avait plu. Et ça aussi, c'est un challenge parce que quand on aime bien quelqu'un, on l'exprime moins que quand on l'aime pas. Donc, on a eu beaucoup de bons retours. Donc ça, c'est génial. Oui, il faut les séduire avec ce produit. Exactement. Et surtout qu'ils retiennent un maximum. Mais c'est vrai qu'en mettant en pratique dans une expérience digitale avec du storytelling, ça permet de se projeter un peu mieux.
Peut-être que tu peux partager la moyenne. Je crois que c'est La moyenne, c'était 4,8. Hein, la moyenne, 4,82 ouais, sur 5, ce qui est vraiment très bien. Ouais. Et donc t'as pas eu de retour différent par rapport au pays, ça. Non, je crois pas avoir eu. Non, c'était assez unanime. Hein. Tout le monde était très heureux d'avoir ce module de disponible, et donc je suis contente d'avoir fait. Et parce que les expérientiels, c'était un peu nouveau parce que tu fais normalement des formations sur Teach on Mars directement en natif, voilà, c'est ça? c'est ça. J'utilise le contenu natif. J'essaye de varier un petit peu pour que ce soit pas trop redondant, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on a un petit peu fait le tour, et donc on a envie de changement, et donc là, c'était parfait pour ça. Est-ce que tu avais des choses à ajouter sur la formation, l'expérience qu'on a développé ensemble? Ben non, si ce n'est que j'aimerais bien poursuivre et faire pourquoi pas un onboarding, enfin quelque chose encore un petit peu plus solide. Comme on est en train de développer, notamment avec une autre maison du exactement. groupe Putsch. Ouais, non, j'aimerais beaucoup faire ça. D'ailleurs, on va recevoir Raban sur le podcast d'accord. à la fin du mois, donc super. Donc on parlera aussi d'un peu de toi. Parlons peut-être un peu plus des petites questions un peu différentes. Et si tu avais un parfum que tu conseillerais pour ceux qui nous écoutent, pour toi, c'est quoi le parfum je sais que tu as beaucoup vendu. Bien sûr, Abyssae, parfum qui a reçu un prix, en plus une nomination, un prix FIFA Award. Donc, il a été reconnu par les pairs. Mais alors, personnellement, moi, je suis pas quelqu'un qui me cantonne à un parfum. J'aime trop les parfums pour en choisir un seul. Donc, je change énormément. Mais si je devais en choisir un seul, mais là, c'est très personnel, c'est Sur l'herbe, parce que c'est un parfum que je partage avec mes filles. Donc, sympa. Ouais. D'avoir toujours le même parfum. Super. T'as un parfum préféré chez l'artisan parfumeur? C'est vrai que j'ai une petite préférence à un air de Bretagne, parce que je suis breton, et donc ça me rappelle quand je suis à Paris. Et moi, j'adore que ce parfum soit validé par les Bretons. Ah, ok. Ça me fait vraiment très plaisir à chaque fois, parce que tu sais, tu te demandes, est-ce que les vrais vont valider, tu vois? On a un air de Bretagne. Est-ce que c'est vraiment un air de Bretagne, du coup? Ouais, oui, ça fait penser un peu à l'air marin, forêt. D'ailleurs, la campagne de pub est vraiment belle. C'est un peu vintage, on est au bord de l'eau. Ouais. Je pense que ça a été tourné plutôt à Bretagne Sud, alors que moi je suis plutôt Dinard, Bretagne Nord, mais c'est pas très grave. Mais non, il est vraiment, c'est mon préféré. C'est mon préféré parmi toutes vos gammes. Petite dernière question avant de passer à un petit jeu qu'on va faire ensemble, qu'on va tester. C'est la première fois qu'on va le faire. Est-ce que tu es plutôt, d'un point de vue personnel, est-ce que tu considères plutôt préfères une formation physique ou une formation digitale? J'ai beaucoup plus de facilité à retenir ce que j'ai appris en formation présentielle qu'en formation digitale. D'accord. Et bon, ça c'est moi, c'est personnel. Je pense qu'on a différentes façons d'apprendre, mais j'ai remarqué que je retenais mieux comme ça. Maintenant, à travailler, j'aime autant les deux. J'aime bien me positionner. En fait, moi, je suis quelqu'un de très empathique, donc j'essaye de deviner ce que en face le learner va avoir besoin. Donc, quand je développe un contenu, j'essaie de me mettre à la place du learner et pas juste penser à moi. Donc, j'aime les deux. Ça me paraît super, Sophie. C'était super clair. Merci beaucoup de toutes ces informations. Moi, j'ai quand même une question à te poser. Et Dis-moi. toi, qu'est-ce que tu penses des formations présentielles, du coup? Parce que c'est pas ce que tu fais dans ton travail tous les jours. Alors, tu rigoles, si, on en fait plein. On fait des jeux de société très premium. On fait des jeux de société un peu revisités avec des beaux matériaux pour faire un peu plus de sensoriel. Donc, le toucher. Donc, il y a certaines formations qui se prêtent mieux à ça. Et c'est demandé aussi par nos clients de temps en temps. Donc, on fait de temps en temps, c'est assez rare, mais des éléments, parce que ça reste du design et après on produit facilement les éléments. Donc on peut le faire. Mais bon, mon point de vue, c'est de digital, parce qu'on peut tout faire, il n'y a pas de limite dans ce qu'on peut faire. Et je pense toujours scalabilité. Quand on a 50 pays, quand on a 20 langues ou 10 langues, et qu'on veut déployer quelque chose efficacement dans plein de pays, c'est sûr que la partie digitale, ça va être le quick win, et on va pas avoir de limite dans la créativité aussi. Donc c'est vrai que je suis plus proche de ça d'un point de vue créatif et de scalabilité de la formation pour atteindre le maximum de personnes. Merci en tout cas de tout ton témoignage, Et si tu veux, on va faire un petit jeu. C'est la première fois qu'on tente ça. Donc je vais aller t'apporter. Laisse-moi une petite seconde. Je vais aller t'apporter un jeu qu'on a développé spécialement
pour le podcast. Ah ouais, d'accord. J'ai hâte de découvrir. Donc nous revoici en position jeu avec Sophie. Donc l'idée c'est que là on a plein de petites cartes devant toi. Tu vas faire un choix. L'idée c'est de construire ta formation expérientielle et après justifier ton choix. Donc si tu peux prendre les cartes et les lire à voix haute et nous dire quel choix tu ferais et nous expliquer aussi pourquoi tu choisirais ça. Ok, donc là on a voyage dans le temps. Donc ça c'est pour le thème. Exactement. On a ville futuriste, univers du quotidien, île mystérieuse, monde imaginaire. Alors, pour l'artisan parfumeur, je pense que la plus adaptée serait univers du quotidien, puisqu'en fait, on parle beaucoup de lifestyle, de French art de vivre. Et donc, tout le challenge, moi, me concernant, c'est de faire en sorte que tous les marchés à travers le monde comprennent ce que ça veut dire, French art de vivre, parce que c'est quelque chose qui sort des clichés. C'est pas Emily in Paris. Donc, pour moi, l'univers du quotidien, c'est ce qui me parle le plus. Ouais. Ok, super. Maintenant, on va passer aux avatars. Donc, quel est le personnage qui accompagnerait ton learner qui correspondrait le mieux? Est-ce que c'est un personnage en 3D? Est-ce que ça va être quelqu'un de plus réaliste? Je te laisse peut-être. Il est trop mignon, lui. C'est un parfum. Ouais, on a fait un petit parfum. Ouais, parfum. On a fait plein de petites créations. Il est super mignon. Ok, alors bon, il est mignon, mais il correspond pas trop à l'univers de ma marque. Ça, j'aime bien parce que ça peut être une cliente, ça peut être un learner, ça peut être n'importe qui. Donc, oui, je pense que c'est pour faire peut-être une cliente ou une personne en magasin. Bien. Ah, j'aime bien. Je suis un petit peu, j'aime beaucoup ce style d'illustration gravure. Bon, ça, c'est pas nous. Ça, c'est très mode, très beau aussi, mais. Je pense que là, dans les avatars, celui qui me correspond le plus, ça va être la gravure, comme ça. Mais en même temps, j'ai pas non plus envie d'être que dans le passé, hein. Donc peut-être en couleur, mais ce style d'illustration comme ça. Ok, super. Bon, là, sur le style du jeu qu'on avait fait, c'était full marron, tout en marron. Oui. Mais après, oui. C'était pour les la gamme. Après, tu as le type de format. Donc, je sais pas si tu les connais tous. Open world. Est-ce que tu sais ce que c'est un open world? C'est un monde ouvert où tu vas pouvoir te balader avec ton personnage et aller consulter des contenus, aller découvrir tes propres contenus. Je pourrais te présenter si tu veux. J'aime bien cette idée. Expérience interactive, Rise of Storyline. Ça, donc, du coup, je connais. Bibliothèque interactive, expérience narrative. Et ça, expérience narrative, qu'est-ce que ce serait? C'est beaucoup plus de narration. Alors, comment expliquer? C'est qu'on va avoir très peu de jeux, mais ça va être beaucoup de visuels qui illustrent des propos et, par exemple, un voyage à travers plusieurs destinations dans le monde entier. Tu peux aller récolter des choses, mais tu vas pas avoir vraiment de défis, comme tu vas parler de gamification. C'est vraiment c'est vraiment storytelling. Du coup, là, j'aurais bien envie d'essayer cette expérience open world. Ok, monde ouvert, pour pouvoir se balader. Vers le futur. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis intégrer le learner encore plus au sein de l'expérience. En immersion, ok, ouais. Parfait. Super. Après, on a la partie features. Donc là, on a shortlisté, on a beaucoup plus, quelques features. Donc c'est des fonctionnalités qui permettent, en plus dans l'expérience, donc la partie multijoueur. Multijoueur, sound design. Leaderboard. Classement, c'est avoir un classement en temps réel des meilleurs joueurs, des meilleurs learners. Alors les classements, ça peut être aussi des meilleurs pays, des meilleures boutiques. Donc on le fait souvent des meilleures boutiques pour avoir une petite comparaison. C'est pas mal ça. Ça crée de l'engagement. Alors moi j'ai envie de choisir multijoueur. Pourquoi? Parce que justement, je suis dans l'optique de vouloir créer de vouloir resserrer les liens et créer une vraie communauté de learners de la marque L'Artisan Parfumeur. Et donc, l'idée, c'est de mettre en avant les BAs, les vendeurs, et de les célébrer et de les faire se connaître entre eux, qu'on soit par exemple en Chine, en France ou ailleurs. Donc, le mode multijoueur, il me paraît intéressant de ce point de vue-là. Ok, donc avoir une équipe et peut-être former ensemble, mais à distance. Exactement. Ok, super. Les KPI est super important. Alors là, c'est très dur. Le choix est toujours très dur sur celui-ci. Alors, taux de rejouabilité volontaire. Donc, est-ce que combien de personnes vont vouloir rejouer l'expérience parce qu'ils ont adoré, mais volontairement sans que ça soit imposé? D'accord. Écart de performance ayant avant et après l'expérience de jeu. La performance, est-ce qu'on a appris, est-ce qu'on a
une meilleure connaissance du contenu avant et après. D'accord. Donc ça, on le fait souvent avec des quiz au début et à la fin, voir comment ils sont améliorés. Note sur la facilité à appliquer les connaissances dans la vie réelle. Écart de performance entre joueurs et non-joueurs sur les connaissances métiers. Score moyen au quiz. Pourcentage de joueurs ayant trouvé l'expérience utile. C'est très difficile de choisir là pour moi. Moi, je fais partie des gens qui sont moins KPIs. Donc, on est très KPI. Oui. Moi, j'aime beaucoup le contenu, tout ça, développer le contenu. Et après, pour les KPIs, c'est un peu plus... Je m'en remets aux pros. Donc, toi, par exemple, tu choisirais quoi? Oula, tu me poses une colle. Pour l'artisan. Je les prendrais tous, mais pour l'artisan... Je te les mets là. C'est très dur. Si même toi, t'as du mal à choisir, alors moi... Bon, allez, on passe celui-ci. Ok, passons. Après, on a quelques fonctionnalités IA. Je pense pas que tu les connaisses encore, donc... Niveau de difficulté adaptatif, simulation de dialogue, analyse des réponses. Non, je connais pas. Donc, l'analyse des réponses, c'est de pouvoir analyser en direct les réponses du learner et de pouvoir lui apporter un niveau adapté ou un scénario adapté dynamiquement. Et la simulation de dialogue? Ça permet de créer comme si tu avais un client face à toi, donc ça peut être ton avatar qui peut... J'aime bien celui-là. T'aimes bien celui-ci? Oui, ok, pouvoir mettre en situation face à un client. Comment la mise en situation, c'est génial pour imprimer, pour digérer, donc c'est génial de pouvoir faire ça. J'aimerais bien essayer D'accord, tu veux. Et la dernière chose, c'est Emrodap. Donc, c'est une app, nous, qu'on a développée. Tu n'avais pas encore l'année dernière, donc qui permet d'avoir plein de fonctionnalités en parallèle de ton expérience. Est-ce que tu vois des choses qui... Alors, le sous-titrage dynamique des vidéos, c'est très intéressant. Pour le multilingue, notamment. Oui, traduction de l'expérience, ajout de langue et mise à jour. Tout ce qui est traduction, c'est une grosse partie d'un budget pour une marque. Donc, en effet, s'il y a des choses qui nous permettent de nous aider, c'est toujours intéressant. Là, le principe, c'est de pouvoir mettre à jour à distance directement le SCORM sans avoir besoin de le remettre à jour sur le LMS. Ça, c'est hyper intéressant. La réception d'un email récapitulatif des KPIs, c'est pas mal aussi. Modification à distance des textes, images, vidéos et documents. Oui, alors ça aussi, c'est intéressant parce que finalement, on est toujours en train de mettre à jour des choses avec la dernière, les dernières nouveautés. Le 5e produit, par exemple. Voilà, exactement. Donc ça, c'est pas mal. Le 6e produit. Et accès à un dashboard, paramétrage de votre avatar. Oui, je pense la modification à distance, parce que par exemple, c'est vrai que là, dans notre cas, on avait lancé avec 5 bougies et on en a une 6e qui arrive en septembre. Ça serait intéressant de pouvoir tout simplement juste ajouter ce qui manque au module pour qu'il soit complet à nouveau. Tout à fait. Après, c'était fait pour le coup, c'était fait sur Storyline. C'est relativement simple d'édition, mais en tout cas, tout ça, c'est possible. Donc super. On sait quelle expérience on va faire prochainement ensemble. Voilà, c'est ça. Écoute, merci pour tout, Sophie. Merci à toi. Merci d'être venue chez nous dans le 15e pour ce premier épisode dans le Learning Lab. Et j'espère qu'on va avoir l'occasion de retravailler ensemble et se revoir dans cet endroit, mais autour d'un événement, peut-être une table ronde. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Sophie. À bientôt. À bientôt. Et écoutez, merci à tous de nous avoir suivis pour cet épisode avec l'artisan parfumeur. Donc, n'hésitez pas à aller rendre visite aux boutiques qui sont très belles. On se retrouve très vite pour un prochain épisode sur Emeraude Experience.